Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. J'ai pas mal de livres à vous présenter donc on y va tout de suite. Vous l'avez vu dans mon vlog des vacances de Pâques, j'ai terminé Playlist de Sébastien Fitzek chez l'Archipel. Je vous en parle tout de suite après. J'ai aussi lu Capitale du Sud, le tome 3, Les Contes Suspendus de Guillaume Chamanadjian, paru aux éditions Aux Forges de Vulcain. Avec Julien, on a découvert Ultimage, Le Maître des Magies, le tome 1, Les 4 éléments de Adrien Thomas, aux illustrations Elizabeth James, paru chez Rajo. De mon côté, moi toute seule, j'ai lu Mila et Bulle, le tome 1, La fleur de sucre de Agnès Marot, paru chez Scrinéo. Enfin en livre papier, j'ai commencé la saga Skandar et le vol de la licorne de A.F. Stillman, paru chez Hachette. Et ensuite je vous parle de deux e-books. Le premier e-book, il s'agit du Reflet brisé de Nina Gorlier, paru chez Magic Mirror. Et le dernier livre dont je vous parle, il s'agit de The Corpse Queen de Heather M. Herman et c'est paru chez Phibbs. Allez, on commence tout de suite avec ce thriller psychologique que j'ai lu pendant les vacances de Pâques. Vous l'avez vu, je vous en ai un petit peu parlé, mais très vaguement, donc je me suis permis de le rajouter dans ce point lecture parce que je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu plus largement, vous expliquer par exemple l'histoire, parce que je me suis aperçue que je ne vous avais absolument pas fait de résumé, juste mes impressions. Donc ici, nous sommes avec Féline Jagot, 15 ans, qui disparaît. Comment elle a pu disparaître comme ça? Qui l'a kidnappée? Puisque c'est sûrement un kidnapping, à moins que ce soit une fugue, on ne sait pas. Et en fait, on va suivre Alexander Zorbach, qui est détective privé, qui est chargé de la retrouver, qui va s'apercevoir que la playlist de la jeune fille, qui est sur une montre connectée, a été modifiée alors qu'elle avait disparu. Alors peut-être cette playlist pourrait mener les enquêteurs jusqu'à elle, puisqu'elle a été modifiée alors qu'elle est captive. Donc voilà, Alexander Zorbach va suivre cette piste qui va le mener vers un tueur en série qu'il connaît bien, puisque il l'a déjà croisé jusqu'à présent dans les deux autres romans de cette saga. Et c'est Le Voleur de Regards. Donc, ce livre est un troisième tome où on suit Alexander Zorbach. Voilà, c'est un troisième tome. Je ne le savais pas en prenant ce livre. Je suis un peu déçue parce que du coup, je me suis complètement fait spoiler les deux autres tomes. Mais je suis très heureuse d'avoir lu ce livre puisque je crois que c'est un de mes préférés de Fitzek. J'ai trouvé que l'enquête était menée d'une main de maître, que c'était tordu par moments, et que, oui, il nous retournait un peu le cerveau et il y a des procédés qui font que, à certains moments, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est lui le tueur !» Et en fait, non, pas du tout. C'était juste des petits procédés narratifs qui font que on vous fait croire à certaines choses et en fait, c'est pas ça. Ça, j'adore. On nous met dans bateau. C'est quelque chose que j'apprécie. Oui, hein, je dois être un peu maso de vouloir être menée en bateau. Mais voilà, c'est un des romans de Fitzek que j'ai préféré. Maintenant, pourquoi pas lire les autres, mais c'est vrai que je sais déjà ce qui va se passer puisque on en parle quand même pas mal dans ce roman. Tant pis, c'est le jeu, que voulez-vous, il fallait que je me renseigne avant. Mais oui, j'ai beaucoup aimé Playlist, mais bon, comme dans toute saga, je vous conseillerais de commencer par le premier, le deuxième et le troisième. Mais voilà, si les deux premiers sont dans la même qualité, dans le même cheminement que celui-ci, allez-y les yeux fermés, c'était top. Une autre saga que j'adore, vraiment au fil des tomes, je me suis énormément attachée au personnage. Donc Capitale du Sud, c'est le dernier tome, ça y est, c'est fini. Voilà, on a la conclusion pour Knox, c'est terminé pour lui. Bien sûr, la tour de garde n'est pas terminée puisqu'il reste encore le troisième tome de Capitale du Nord qui devrait sortir en octobre, il me semble. J'aime énormément cette saga. Elle est différente de tout ce que j'ai pu lire. Et en même temps, je sais pas, j'ai du mal à faire mon deuil. Je me dis qu'en octobre, ce sera terminé. Là, c'est déjà fini pour Knox. Ouais, j'ai du mal à lâcher prise. Je suis vraiment à chaque fois embarquée par la plume de Guillaume Chamanadjian. J'aime beaucoup sa plume. Elle est très poétique. Il n'y a aucun mot acheté
dans les phrases, c'est un truc de fou, je lis chaque mot, je déguste chaque mot. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Je vais pas m'étendre sur ce 3e tome, sinon je vous spoil les 2 premiers de Capitale du Sud, et puis je vous spoil aussi un petit peu de Capitale du Nord, puisque dans ce 3e tome, les personnages interagissent ensemble. C'est ce que j'attendais depuis le début, voilà, les personnages se rencontrent. Et c'est un univers de fantasy très particulier, c'est pas quelque chose où il y a de l'action à toutes les pages, mais voilà, ça se savoure. C'est une écriture qui se savoure, une histoire qui se savoure avec des personnages que j'ai appris à aimer. Voilà, je peux pas vous en dire plus, simplement, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, foncez et commencez Capitale du Sud. On continue, je vous parle de Ultimage. C'est un roman sur un coup de tête, je l'ai pris aux oniriques à mes yeux. Je l'ai fait dédicacer pour Julia, parce que je me suis dit que je lui offrirais, puisque son anniversaire était juste après. Et on l'a lu ensemble. Julia a encore des difficultés à se lancer dans des livres comme ça. Elle a vu le nombre de pages, elle a fait 190 pages, mais oui, bien sûr. Il y a beau avoir des magnifiques illustrations, tout en couleur, alors pas toutes les pages, hein, non. Après, c'est écrit très gros. Mais ça la rebute encore. Elle n'a pas envie de se lancer dans un roman comme ça. Donc, je l'ai accompagnée, on l'a lu ensemble. Et c'est très très bien passé. On est dans un univers où on va suivre Maël qui trouve dans le grenier de la maison de famille un vieux grimoire. Un vieux grimoire, à peine l'a-t-il trouvé que un corbeau vert doué de parole va l'entraîner dans un autre monde. Et il va se rendre compte qu'il est un ultimage dans un univers où il n'existe plus d'ultimage, où les ultimages ont été tous détruits, exilés. Et en fait il reste un ultimage, c'est le gros méchant de l'histoire, et Maël va être là pour le défaire, pour lui enlever sa puissance, pour le démettre de ses fonctions, le faire chuter du trône. Bref, voilà, une grande mission pour cet ado. Alors à la base, lui, tout ce qu'il veut c'est rentrer chez lui, sauf qu'il se rend compte que pour rentrer chez lui ça va être plus compliqué que ça, qu'il va devoir apprendre la magie, et voilà, il va se faire aider de plusieurs personnes. Il va y avoir des sortes de trahisons, il va y avoir un apprentissage de la magie. Bref, c'était chouette. Un premier tome assez introductif, mais qui laisse présager du bon pour la suite. Je vous parle ensuite de Mila et Bull. C'est une petite histoire, pareil, illustrée. Alors ici, on n'est plus en couleur, par contre, on est en noir et blanc. Voilà, vous avez des petites illustrations. C'est la même autrice, donc Agnès Marot, que Plume et l'ombre du dragon, que j'avais beaucoup aimé. Là, on fait référence à Plume, ça m'a d'ailleurs fait sourire. Voilà, on se dit qu'on est un petit peu dans le même univers, mais j'ai pas vraiment accroché à cet univers plein de gourmandises et plein de trucs bizarres, de bonbons qui parlent, c'est très très enfantin. Et pour le coup, je me suis dit que j'étais peut-être un peu trop grande, finalement, pour cette lecture. Ça me le fait pas souvent. D'habitude, je lis des livres jeunesse sans être trop impactée et sans trop me dire que je suis vieille. Mais celui-ci m'a fait largement dire que j'étais vieille. J'ai pas vraiment trop... Voilà, j'ai pas vraiment... réussi à me mettre dans cet univers, je vous dis, où on a des confiseries qui parlent, où Mila est à la recherche de fleurs de sucre. Donc c'est la fleur qui permet de faire du sucre qui est en train de disparaître, il n'en reste plus. Elle va se lancer à la recherche de la dernière fleur de sucre qui existe. Et voilà, au fil de son aventure, elle va rencontrer des personnages, etc. Et non, ça l'a pas fait pour moi, j'ai pas... Je trouvais ça trop farfelu. Voilà. Ça peut être mignon, il y a des choses assez mignonnes, mais trop farfelu pour moi et trop tiré vers les cheveux et trop enfantin. Mais bon, après, peut-être pour les plus jeunes. Je l'ai pas testé avec Julia. Je sais pas si elle apprécierait. À voir. À tester sur plus jeune que moi. Et enfin, on finit avec les livres papier avec Skandar et le vol de la licorne que j'ai adoré. On n'est pas loin du coup de cœur. Je lui donnerai peut-être le coup de cœur, je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre jeunesse young adulte. Voilà, qui me plaît parce que on retrouve un petit peu les ficelles que j'ai retrouvées dans Amari. Voilà, Amari et les affaires du bureau surnaturel qui était un coup de cœur.
Et ben j'ai retrouvé un petit peu ça. On est avec un personnage finalement qui est un anti-héros, un personnage tout à fait normal qui va se retrouver propulsé dans une vie qu'il rêvait d'avoir, mais il y a beaucoup d'inconvénients. En fait, Skandar a toujours rêvé de voler sur une licorne, d'être un cavalier. Il faut savoir que dans cet univers, donc les licornes ont été découvertes, on le sait qu'elles vivent sur une île. Les insulaires sont en manque de cavaliers, vous savez, à force de vivre en peuple restreint, ils se sont ouverts, ils ont montré au monde entier que les licornes existaient, pour pouvoir attirer des cavaliers à eux, pour que les licornes continuent à éclore, puisqu'en fait, une licorne éclot quand son cavalier arrive, voilà, à 13 ans, les enfants arrivent, font éclore leur licorne et deviennent les cavaliers des licornes. S'il n'y a pas de cavalier pour la licorne, elle devient une licorne sauvage, et les licornes sauvages sont des êtres abominables. On parle de mort immortelle. En fait, les licornes pourrissent, voilà, deviennent des charognes. Elles continuent à vivre éternellement, mais leur chair tombe en lambeaux. Elles sont assoiffées de sang. Bref, ce sont des bêtes sauvages très dangereuses. Et Skandar a toujours rêvé de monter une licorne. Sa sœur d'1 an de plus a échoué l'année d'avant à son test pour devenir cavalière, et là c'est l'année où Skandar va passer le test pour savoir s'il pourra être cavalier. Ça ne se passe pas du tout comme il le pensait, mais voilà, il va être attribué à une licorne et il va être différent de tous les autres, il va devoir cacher sa différence. C'est un ensemble, voilà, un univers très original, des personnages attachants. Skandar est sacrément attachant, il va être en binôme. Alors, c'est pas un binôme, c'est un quatuor, donc ils vont être 4 pour représenter les 4 éléments. Chaque personnalité de ce quatuor est assez intéressant. Nous avons celui qui refuse de s'allier à Skandar, nous avons celle qui est très puissante mais qui a peur de cette puissance, qui est effrayée partout. On a une autre fille qui, elle, est très sûre d'elle. Bref, et on a Skandar, lui, qui doit cacher un secret, qui ne doit pas se faire découvrir sous peine de mort. Bref, c'est une histoire que j'ai adorée, c'était palpitant, on a des révélations, on se doute un petit peu des révélations, moi je l'ai vu venir, mais bon, à force de lire de la jeunesse, à force de lire des romans fantastiques dans ce genre-là, on commence à voir un petit peu les mêmes trames, mais vraiment, j'ai hâte de lire la suite, et puis ça tombe bien, la suite arrive très très rapidement, mais Skandar, c'était génial. Allez, on va passer aux lectures numériques. Je me suis lu Le Reflet Brisé de Nina Gorlier, qui est donc finaliste du PLIB dans la section adulte. C'est un roman Magic Mirror. Si vous me suivez depuis pas mal d'années, vous savez que j'ai lu des romans Magic Mirror, déjà pour le PLIB, et ça ne l'a jamais trop fait avec moi. En fait, je ne suis pas une adepte des réécritures de contes. C'est pas quelque chose qui me plaît. Alors, je vous dis ça, mais j'avais eu un coup de cœur pour Rouge, qui est censé être une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais je le prends pas du tout comme ça, Rouge. Alors que là, pour Le Reflet Brisé, on est dans une réécriture assez axée, vraiment assez... Alors, je dirais pas similaire, parce qu'on réécrit quand même le conte de Blanche-Neige et les 7 nains. Même si, de prime abord, quand j'ai commencé le livre, je me suis dit « Ah, c'est chouette, c'est pas pareil. On n'est pas dans quelque chose de pareil. » Mais si. Si, ça arrive au fur et à mesure, on a le nain, on a la pomme, on a la méchante belle-mère, on a le cercueil de verre, pas vraiment. Mais bon, on a tous ces éléments dont on parle. Donc oui, c'est différent puisque la méchante belle-mère a son histoire. Là, on développe vraiment l'histoire de la méchante belle-mère. On sait ce qui lui arrive, on sait pourquoi elle est devenue comme ça et ce qui l'a poussée à devenir comme ça. Et dans le rôle de Blanche-Neige, on n'a pas une femme, on a un homme, on a le prince. Et voilà, donc en soi, ça change, c'est vrai. Mais je n'ai pas accroché. Je n'ai pas accroché comme je n'accroche pas à toutes les réécritures de contes, donc je ne pense pas que c'est parce que le livre est mauvais, je ne dirais jamais ça, hein, loin de moi cette idée, c'est simplement que ça ne me correspond pas. Je le sais,
je le sais que les réécritures de contes et que la maison d'édition Magic Mirror ne me conviennent pas parce que j'ai déjà essayé et je sais que ça ne marche pas sur moi. Donc mon avis est un petit peu biaisé par ce fait-là, mais bon, que voulez-vous, c'est un des finalistes, donc je l'ai lu. Je me suis fait ma propre idée, pour moi ce ne sera pas mon gagnant, mais n'hésitez pas à vous faire votre propre idée si vous aimez d'autres livres de Magic Mirror, si vous aimez les réécritures de contes. N'hésitez pas parce que je pense que ça pourra plaire à pas mal de monde. J'ai vu pas mal de très bonnes critiques, donc ne vous fiez pas qu'à mon avis qui est biaisé, je vous dis, par mes goûts personnels. Et je vais vous parler de The Corpse Queen que j'ai lu déjà il y a largement 2 mois, mais comme je n'ai plus le livre papier avec moi, j'ai tendance à oublier. Voilà, si je ne le vois pas, loin des yeux, loin du cœur, je l'oublie. Donc, The Corpse Queen, c'est un roman que j'avais emprunté. Je l'avais fait en parallèle avec A Forgery of Roses. Et comme j'avais été un peu déçue par A Forgery of Roses, et ben j'allais plus volontiers sur The Corpse Queen qui était finalement plus addictif. Non, je l'ai lu peut-être trop tôt par rapport à quel est cet autre roman où il y avait une voleuse de cœur, une femme qui se destinait à la chirurgie dans les années 1700, 1800, etc. Anatomy Love Story. Bah oui, c'était Anatomy Love Story. Donc que j'avais lu en décembre. Là, donc j'ai lu The Corpse Queen en mars. Et du coup, oui, c'est assez similaire finalement. Dans The Corpse Queen, nous allons suivre une jeune femme qui va sortir de l'orphelinat. Je crois qu'elle a 17 ans. Elle a passé toute sa vie à l'orphelinat. Et là, bah miracle, à 17 ans, une femme se dit être sa tante et dit pouvoir la recueillir. Bon, elle y croit pas trop, elle se dit que cette dame qui est quand même assez aisée, qui est riche, ne doit pas être sa tante, qu'elle l'a peut-être récupérée pour s'en servir comme servante, enfin bon, elle ne sait pas trop, et il s'avère que finalement, oui, c'est bien sa tante. Elle ne comprend pas trop pourquoi elle a mis autant de temps à venir la chercher. Elle va en apprendre un petit peu plus sur sa mère, du coup, mais surtout, sa tante va lui donner un travail. Elle va lui donner un travail et elle va lui dire de récupérer des corps dans les cimetières, des corps frais, pour pouvoir donner ces corps à la science pour que un docteur assez célèbre puisse enseigner à ses élèves l'anatomie, comme c'est de pratique assez courante dans ces années-là, donc au 18e, 19e siècle, je ne sais plus exactement quand. Et donc cette jeune femme va faire son petit bonhomme de chemin et puis va elle-même vouloir aussi devenir chirurgienne, etc. J'ai beaucoup aimé, c'était très addictif, c'était une histoire qui était assez passionnante. C'était passionnant parce que on en apprend un petit peu plus sur donc cette jeune femme, sa mère, sa tante. Bien sûr, il y a une histoire de tueur en série qui est dans les rues, qui découpe des gens. Donc il va y avoir aussi une enquête pour découvrir qui est ce tueur en série, pourquoi il découpe les gens, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'héroïne qui ne se laissait pas marcher sur les pieds, qui était, voilà, une femme forte. Il y a une sorte de petite histoire d'amour, bref, c'était plutôt sympa, mais c'est vrai que ça ressemblait énormément à Anatomy Love Story, même si Anatomy Love Story part sur quelque chose de fantastique par la suite. Mais j'ai beaucoup apprécié et je vous le dis, je le lisais avec... en parallèle de Forgery of Roses, et finalement c'est lui qui a eu ma préférence par rapport à A Forgery, parce que c'était haletant. Je n'arrivais pas à m'arrêter de lire, alors que l'autre, j'étais un petit peu en train de tourner en rond. Voilà. Bon, je m'arrête là pour ces livres, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu un de ces livres, lequel vous tente le plus, et sinon, en attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai retrouvé mon carnet! Non, parce que là, j'ai quand même toute ma vie dedans, toutes mes lectures, depuis 2015. Je pouvais pas le perdre.